Alors voilà, je suis en direct. Maintenant, j'attends juste que Fanny se branche avec nous. Michelous a rejoint la vidéo. Bonjour Michelous. Rémi 883, Tifbar, on rejoint la vidéo. 1000, bienvenue à tout le monde. On va laisser passer un petit peu de coucou Laure. Alors, Fanny Guillard, voir la demande, ici. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il m'entend? Merci. Alors. Bonsoir, Ah, voilà Fanny. Bonsoir me Fanny. voilà. Donc, je regarde juste si c'est bien lancé, si tout le monde entend, et puis on va laisser venir un petit peu de monde. On est déjà 289. Donc, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, je suis Marc, pour les intimes, Marc Lucian, mon vrai nom, et je suis connu sous les réseaux sous le nom de Scipio Spirit, où je tente de montrer les côtés bienveillants du rôle d'aidant, et surtout comment on peut vivre avec ses parents chez soi au travers de la maladie d'Alzheimer. Et j'ai Fanny, qui est ici présente, Bonsoir. bonsoir Fanny, qui il y a quelque temps m'a envoyé un livre qu'elle a écrit, qui s'appelle Quand les mots restent, de Fanny Guignard. Et ce livre, je l'ai lu d'une seule traite, parce que, premièrement, Fanny, je dois vous le dire, parce qu'il est super bien écrit, ça c'est déjà la première chose, et deuxièmement, parce qu'il retransmet des émotions qui sont folles, euh, que seules les personnes, que seules les personnes qui ont quelqu'un de leurs proches qui a une maladie cognitive, mentale ou de type Alzheimer ou autre peuvent comprendre. Mais vous avez su, Fanny, mettre des mots, et j'aurais juste aimé que vous nous racontiez en 2-3 minutes qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre. Bon, j'ai écrit ce livre, c'est récent. En fait, il est sorti d'une traite. Ma maman est décédée suite à 10 ans de maladie neurodégénérative, une maladie de type Alzheimer appelée démence frontotemporale. Et elle est décédée le 28 février de cette année 2025. Et en fait, depuis toutes ces années, ça faisait 10 ans que je l'accompagnais et de la découverte de sa maladie jusqu'à son départ. Et pendant toute cette période-là, pour survivre dans ma tête, j'écrivais. Ça sortait pas sur le papier, mais c'était dans mon esprit. Donc, quand j'étais chez le médecin, quand j'étais chez le neurologue, quand je me suis retrouvée à l'EHPAD, à plein de moments différents, j'imaginais des scènes, j'imaginais comme un livre. Parce qu'avec ma maman, on a toujours partagé la lecture, c'est un point qu'on a ensemble commun. Et quand elle est partie, c'est comme si tout avait été mis en couveuse, comme un petit poussin, et tout est sorti. Bon, j'ai toujours aimé écrire, je suis une littéraire, j'ai adoré ça, mais j'arrivais jamais à faire un livre sous une forme d'un début et puis d'aller jusqu'à la fin. C'est compliqué d'alterner les chapitres, de trouver un souffle à chaque chapitre et puis d'aller jusqu'au bout. Et là, en fait, bah, ça s'est déroulé en 9 mois. Et pour l'anecdote, en fait, ma maman est décédée le 28 février. C'est la date où j'aurais dû naître, un 28 février. Je suis Comme quoi, née les dates, c'est toujours important. oui, le 1er mars. Et ma maman disait toujours, c'est parce que les filles, elles se font belles. Elles se font toujours attendre un peu. Donc, je suis pas née le 28, je suis née le 1er. Et puis, bah, elle est partie le 28. Et comme je suis pas très bonne en maths et j'ai un souci avec les chiffres, elle a dû se dire comme ça, ma fille s'en souviendra, elle m'oubliera pas. Alors sur le coup, ça a été un petit peu émotionnel parce que je me suis dit, oh là là, le jour de mon anniversaire, ça va être terrible. Cette date chaque année, ça va. Je vais penser à son décès. Et en fait, il s'est produit quelque chose d'étonnant, c'est que ça a créé l'inverse, ça a créé quelque chose de vivifiant. Je me suis dit, en fait, elle m'a fait un petit clin d'œil, juste à moi, en cette date du 28. Et du coup, l'écriture est sortie. J'ai écrit. Et j'ai trouvé une maison d'édition auto-éditée, parce que c'est très compliqué en maison d'édition traditionnelle, qui, du coup, le livre a été finalisé avec eux le 26 novembre. Et pour continuer dans les chiffres, c'est que le 26 novembre, c'est la date de son anniversaire. Et donc 9 mois après. Donc ça, c'est un truc de fou aussi. J'ai l'impression d'avoir une grossesse, un accouchement. J'ai même eu le baby blues après le livre, comme vraiment voilà un accouchement de mots, MOTS, pour pas que ça me Ça. fasse des mots MAUX.
je crois beaucoup en la puissance du mot, voilà, de pouvoir dire ce qu'on ressent, de le sortir, de l'exprimer. Et puis aujourd'hui, d'échanger, de vous le partager. Et merci beaucoup Marc pour me donner cette opportunité avec les personnes qui suivent et qui sont là présentes ce soir. Alors Fanny, non seulement je le fais avec beaucoup d'amour et de bienveillance, et d'ailleurs j'aimerais que vous qui nous suivez, et vous le verrez quand je reposterai le live, que vous alliez sur l'Instagram de Fanny Guignard, point auteur. D'abord parce que plus elle a de visibilité, plus elle a de chance de vendre son livre, et donc que des gens partagent cette merveilleuse histoire qu'elle a vécue tragiquement, malheureusement, avec sa maman, mais en tout cas sa vision des choses, parce que encore une fois, cette maladie est une maladie auquel les gens ne sont pas prêts de faire face. C'est une maladie terriblement difficile, et vous qui me suivez, vous avez pu constater pendant plus d'un an et demi la manière dont on a de s'occuper de quelqu'un qui a Alzheimer. Il n'y a pas qu'une manière noire de s'occuper. D'ailleurs, pardon, juste une petite seconde, je fais un petit coucou à Léna Bono, qui est l'amie d'enfance de ma fille, que j'ai vu rejoindre le live. Léna, je t'embrasse de tout mon cœur. Et donc, les aidants se retrouvent très souvent face à la difficulté énorme, de devoir s'occuper de quelqu'un qui ne les reconnaît plus, qui a une forme d'agressivité avec eux, qui ne tient pas toujours des discours cohérents. Et quand on est un enfant et qu'on se retrouve face à cette maladie, eh bien, on a juste une difficulté à la gérer. Et à un moment donné, dans votre livre, page, euh, page 43, vous dites ce fut à cette période que Lucie comprit ce qu'on appelait le deuil blanc. Elle avait lu ce terme dans un article par hasard, et ces deux mots l'avaient figé, parce qu'ils disaient exactement ce qu'elle vivait, sans avoir su le nommer. Le deuil blanc, c'est celui qui commence avant la mort. Et effectivement, euh, énormément d'aidants ne savent ne savent pas gérer quelqu'un, un de leurs proches qui a maladie d'Alzheimer. Et le seul moyen, je ne cesse de le dire dans toutes les interventions que je fais, le seul moyen, c'est de faire son deuil blanc. Vous, comment vous avez réussi à le faire? Bah déjà, c'est d'en prendre conscience, parce qu'au début, je comprenais pas bien ce qui se passait. C'était comme une tristesse diffuse, parce que je comprenais pas, elle était là. Donc, pourquoi je souffrais alors qu'elle était encore là, en vie? Mais en même temps, c'était plus vraiment elle. Puisque alors, je la retrouvais par bride, par moment, par instant. Il y a toujours de l'autre, de la personne qu'on a aimée. Mais en même temps, c'était plus vraiment elle. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et comme je suis quelqu'un qui a besoin de mettre des mots, et pourtant, j'ai fait des études de psychologie, donc j'aurais dû connaître. Mais quand on est touché par les choses, finalement, c'est souvent le cordonnier le moins bien chaussé. Je réalisais pas. Et comme je lis beaucoup, je m'intéresse, je cherche. Pour accompagner ma maman, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et il y a eu plusieurs étapes. Et d'un coup, j'ai eu ce mot-là, deuil blanc. Et j'ai trouvé que le terme illustrait parfaitement ce que l'on vit dans ces périodes-là. C'est-à-dire qu'on fait le deuil d'une personne qui est pourtant encore là, vivante, mais dont l'esprit n'est plus vraiment là. Donc on doit, j'ai eu cette compréhension et du coup après j'ai pu à nouveau revenir aimer cette personne qui n'était plus vraiment la même et en prendre soin différemment puisque je n'étais plus en attente comme la petite fille qui attend de son parent de le protéger et c'est moi qui suis devenue celle qui l'a protégé ainsi que mon papa et c'est ce tournant, ce virage qui est particulier et qui est une prise de conscience au fur et à mesure que la maladie avance, qui permet aussi de pardonner parce qu'il y a eu des moments où je lui en voulais, je me disais mais ma maman elle peut pas ne pas me reconnaître, ça c'est pas possible. Une maman ça reconnaît toujours son enfant et j'étais en colère, je lui en voulais. Et une fois que j'ai compris le mécanisme, ça m'a adouci, ça m'a permis de pardonner, même s'il y avait rien à pardonner, elle y était pour rien hélas de ce qu'elle vivait. Mais il y a eu une période où je lui en voulais, j'étais en colère. Je me disais, pourquoi tu as laissé cette maladie te faire ça? Pourquoi tu t'es laissé aller avec cette maladie alors qu'on sait que personne ne sait à quoi c'est dû et comment ça vient. Et toutes ces étapes-là, je pense, font partie du deuil blanc, de le nommer, permet de le traverser, de Oui, traverser la colère, la tristesse, etc. mais Fanny, je lis en même temps les messages et je vois qu'il y a par exemple une personne qui dit je n'ai pas réussi à faire mon deuil blanc.
parce que c'est quelque chose de particulièrement difficile. Et il y a des gens qui ne seront jamais capables de le faire, malheureusement. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de discussions sur le sujet pour permettre à des gens de comprendre comment le faire. Moi, je répète toujours, quand je l'ai fait ce deuil blanc, j'étais dans mon lit, vous voyez, je suis dans ma chambre parce que mon épouse reçoit des amis de ma fille ce soir et je vais pas mettre dans le salon à faire ce live. Donc je me suis installé dans la chambre et c'est dans cette chambre un soir en pleine nuit où je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux comme si je regardais le ciel, et j'ai dit, c'est terminé, plus rien ne me touchera. Plus rien de ce que fera ma maman, de ce que me dira ma maman, ne me touchera. Je suis maintenant juste avec elle pour l'accompagner de la manière la plus humaine possible, la plus digne possible, faire en sorte qu'elle finisse ses jours agréablement, et tout ce qu'elle va me dire, tout ce qu'elle va me faire, ne me touchera plus. Alors, la seule chose que je ne sais pas, Fanny, parce que je ne suis qu'un homme, la seule chose que je ne sais pas, c'est si le jour où elle va partir, je vais sombrer ou je vais tomber. Aujourd'hui, je tiens parce que dans ma tête, je me suis décidé à tenir. Mais peut-être qu'un jour, je vais craquer. Et si je craque, ce ne sera, à mon sens, qu'humain. Donc, il faut dire aux gens qu'il ne faut pas avoir peur de vivre ces émotions avec les personnes d'Alzheimer. Complètement, complètement. De toute façon, on les traverse. Je pense que c'est de les traverser. Moi, je ne sais pas si j'ai fait ou pas le deuil blanc. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, j'ai appris à traverser les différentes étapes de la tristesse, de la colère, etc., jusqu'à l'acceptation. Peut-être que le deuil, c'est l'acceptation. Et quand elle est partie, en fait, je me suis sentie justement peut-être moins triste que si elle était partie comme ça d'un coup violemment, sans tout cet accompagnement-là. Parce que justement, le travail du deuil s'était peut-être fait, et beaucoup de personnes pleuraient et tout, et moi c'était comme si elle était à côté de moi, et comme si en fait elle avait réintégré. Moi je me suis développée dans son ventre, puisque quand on est un enfant, on se développe dans le ventre de sa maman, et c'est un petit peu comme si elle réintégrait. Et du coup, c'était plutôt une douceur. Et depuis, même si j'ai des moments de tristesse ou autre, j'ai l'impression que je les ai déjà vécus. Et que du coup, c'est plutôt une suite. Je ne sais pas vraiment y mettre les mots, mais ça n'a pas été une immense tristesse à ce moment-là. Et puis j'ai Et c'est pour été ça. soulagée aussi pour elle, parce que dans la démence frontotemporale, par rapport à l'Alzheimer, les personnes ne peuvent plus marcher. Donc ils sont vraiment prisonniers de leur propre corps, un corps qui se rigidifie. Et je pense que c'est extrêmement douloureux, malgré les médicaments, etc. Donc à un moment, le fait que son esprit puisse laisser ce corps qui était moribond, j'ai été heureuse pour elle qu'elle puisse trouver le repos aussi. Même si moi, C'est j'étais pour dans le ça, ventre. Fanny. C'est pour ça, Fanny, que vraiment, vraiment, j'adore votre livre. Parce que ce sont pas des grandes phrases, ce sont des petits mots, c'est très direct, et on sent au travers de chaque mot, ce que vous avez vécu, ce que moi je vis, ce que toutes les personnes qui sont avec des personnes atteintes d'Alzheimer vivent. C'est qu'à un moment donné, on découvre la maladie. Il y a la phase de découverte de cette maladie, où on se pose des questions. Et puis après, on comprend que la maladie est présente. On a du mal à l'accepter. Et puis après, on fait son deuil blanc et on essaie d'accompagner. On est aussi souvent confronté à d'autres problèmes qui sont pas liés à la maladie d'Alzheimer. Moi, dans mon cas, mon problème, c'est que j'ai une personne de ma famille qui veut mettre maman en EHPAD, alors que moi, je considère que je préfère conserver maman à son domicile tant qu'on peut le faire, dans la dignité et bien accompagné. J'ai d'ailleurs un sujet obtenu de la part de médecins, de psychiatres, de médecins gériatres, d'un groupe mandaté par un hôpital, le fait que maman soit bien chez elle et puisse rester. Mais vous voyez, Fanny, je vais vous raconter une petite anecdote. Ce soir, il y a pas longtemps, j'ai couché maman, il était 18 heures. Donc je couche maman, je la mets dans son lit, et là elle me dit, tu dors où ce soir? Ben, je lui dis, maman, je vais dormir chez moi avec ma femme. Elle me dit, mais non, c'est moi ta femme. Alors, je rouvre la lumière et je dis, maman, t'es pas ma femme, t'es ma maman. Si, t'es mon mari. Donc, il y a des amalgames terribles. Et à un moment donné, j'ai continué à lui parler et je dis, mais maman, je suis ton fils. Et j'ai vu une demi-seconde de lumière, une demi-seconde de lumière où elle s'est dit, ce vieux monsieur, moi, ce vieux monsieur, eh bien, c'est mon fils. Et puis, tout de suite après,
cette lumière s'est éteinte. Et ben c'est ces petites lumières-là qu'on essaye d'aller chercher chez les gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Et vous avez sûrement dû en trouver aussi, Fanny. Mais complètement, oui. J'en parle dans certains passages du livre, justement, où elle était, parce qu'elle était vraiment paralysée dans son fauteuil roulant, et on était à l'EHPAD, où ils font de leur mieux pour essayer d'imiter un vrai restaurant, etc. Et c'est très particulier comme ambiance. Et où par moment, d'un coup, parce qu'avec ma maman, on a toujours eu beaucoup d'humour toutes les deux, on aimait bien rigoler, se fendre la gueule, comme on dit, dans certaines situations un peu cocasses. Et il y avait des moments comme ça où, hop, la situation arrivait, je me disais, je suis seule à la voir. Et en fait, elle, à ce moment-là, elle me regardait et on avait à nouveau cette connivence. On l'a eu, j'ai un petit passage comme ça dans le livre où une dame, j'ai pensé que c'était une animatrice qui était très bien sur elle, avec son petit foulard, etc. et qui nous a proposé de prendre mon téléphone pour me prendre en photo avec mon papa et ma maman. Et en fait, c'était une résidente et elle a pris le portable et elle s'est sauvée dans le restaurant. Et je me suis retrouvée à courir après cette dame pour essayer de récupérer mon téléphone. Et là, j'ai vu ma mère rigoler. Donc, il y a des moments comme ça, ces petits instants auxquels on s'accroche, où on se dit, ah ça y est, la personne, il y a ces petits temps et c'est hyper précieux. Parce que justement, il y a toujours quelque chose qui reste de la personne. En ce moment, je fais quelque chose d'assez régulièrement quand je vais voir maman. Je me mets à ses genoux, elle est assise sur son canapé, et puis j'ai légèrement décalé le canapé de mon papa et de ma maman. Pourquoi? Parce que papa étant un petit peu sourd, maman lui parle toute la journée, et surtout je mets parfois des produits ou des aliments sur la table, sur une petite table, un petit guéridon à côté de papa. Et ce sont des choses, si maman les mange, qui sont dangereuses pour elle, parce qu'elle peut Mm. peut-être faire une fausse route ou autre. Donc, pour que cela n'arrive pas, je décale un petit peu les deux canapés, les deux sofas, et depuis quelque temps, je me mets à ses genoux, et je pose ma tête sur ses genoux. Et là, je trouve de la délicatesse, c'est-à-dire que systématiquement, elle prend sa main, elle me caresse la tête, et des fois, elle m'appelle Marc à ce moment-là, ce qui est rarissime. Pendant un an, j'y ai jamais eu le droit. Et le fait de prendre cette position avec elle, de montrer un côté un petit peu tactile, eh bien, elle me caresse la tête. Et c'est juste merveilleux. Donc moi, j'encourage toutes les personnes qui ont quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer de ne pas faire fi des mauvaises paroles, de ne pas faire fi de la mauvaise gestuelle, des insultes et autres. Soyez patients, soyez souriants avec eux. Et surtout, ne parlez pas de vous, parlez-lui d'elle. C'est ça qui est Mm. important. Parce que là aussi, je le vois des fois dans l'attitude de personnes qui, quand ils vont voir des personnes atteintes d'Alzheimer, parlent d'eux, systématiquement que d'eux, que d'eux, que d'eux. Mais non, il faut s'intéresser à la personne. Il faut lui faire rejaillir des souvenirs, une anecdote, quelque chose. Et c'est là où on arrive, pas à combattre la maladie, mais on arrive en fait à instaurer une relation entre la personne qui est malade et soi-même. Oui, à faire lien. Moi, ce qui marchait bien avec ma maman aussi, c'était comme elle est du Midi et du Gard, et du coup, quand sa sœur venait et lui parlait en patois, que hélas je ne parle pas, que je comprends, et là, il y avait ces moments, ces petits moments magiques en parle patois, où pourtant elle comprenait plus beaucoup de choses, mais ça, le patois, elle comprenait, et de lui parler d'elle. Et je dirais aussi, ce qui est important, c'est de faire des livres photos, les livres photos, et puis de reparler avec les histoires, de raconter, etc., d'en préparer plusieurs. Et ça, les personnes souvent retrouvent les souvenirs anciens, et on peut le raconter sous forme d'histoire. Donc il y a l'histoire, et puis il y a aussi, comme vous disiez, Marc, le toucher. Ma maman, je lui avais acheté, elle adorait le parfum Chalimard de Guerlain, et du coup je lui avais acheté la crème et je lui massais les mains. Et ça, l'odeur aussi Oui. ça travaille la mémoire. Sur une odeur, hop, ça nous fait revenir un souvenir. Et ça, c'était une astuce que j'avais trouvée quand je voulais être en contact avec elle dans la chambre, c'est de sortir cette crème et de la masser. Et elle adorait ça, ça lui faisait beaucoup de bien. Et l'odeur, on racontait des histoires. Même si des fois on partait, moi, ce que j'appelais en absurdie. C'est-à-dire qu'on avait des histoires sans ni queue ni tête. Au début, ça me faisait bizarre, puis je me disais, bah, c'est pas grave, en fait, pars en absurdie avec elle. Et on papotait comme on faisait avant. On se mettait toutes les deux avant dans la cuisine, on papotait. Et là, on papotait, même si des fois, ça avait un drôle de sens. Je me disais, finalement, on s'en fiche un peu du sens. C'est de retrouver ces intentions-là. Alors ça, c'est certain. En ce moment aussi, je lui parle beaucoup comme dans la soupe aux choux. Vous vous souvenez, Oui. comme ceci. Et elle,
elle adapte la discussion, mais on arrive à avoir une discussion sans mots où on rigole, où on s'amuse. Et puis, j'avais bien entendu les vidéos que je faisais avec maman, que je continue à faire, mais que je ne diffuse plus parce que on m'interdit de les faire. Mais j'avais ces vidéos qui, pour elle, étaient un moment important parce que même si elle ne comprenait pas tout, mais en tout cas, elle se voyait. Et puis après, quand il y avait des commentaires, je lui lisais les commentaires. Parfois, elle regardait l'iPhone et puis elle disait, mais c'est qui cette bourrique? Et je dis, maman, mais c'est toi. Elle me Oui, regardait, je me souviens. Oui, ça, ça, elle je me me regardait, elle souviens. faisait, c'est moi. Je dis, et regarde, les belles, les beaux mots que disent les gens sur toi. Ils te trouvent belle, ils trouvent que tu as du charme, ils trouvent que tu chantes très bien, ils te trouvent élégante. Et je voyais sur son visage qu'elle était heureuse de voir que des gens s'intéressaient à elle. Alors aujourd'hui je le fais autrement. Et le but final, pour moi, c'est que maman et papa puissent rester à leur domicile et puissent finir leur jour. Mais attention, je le répète tout le temps, je ne fais et je ne ferai jamais un combat entre l'EHPAD et les personnes à domicile. Parce que dans bon nombre de cas, Mm. des gens soit ne peuvent pas parce qu'ils sont loin, soit n'ont pas la capacité de s'en occuper ou autre, les EHPAD sont nécessaires. Où c'est plus compliqué et où je me bats plus, c'est quand on a les moyens, quand on peut le faire, qu'on est juste à côté, et que pour une pseudo-conscience, je vais pas dire le terme, mais bon, on se dit, c'est mieux que ma mère soit en EHPAD. C'est mieux que ma mère soit en EHPAD, surtout si on n'est jamais présent à la maison. Parce qu'autrement, il n'y a aucune raison de privilégier l'EHPAD à la maison. La maison, c'est mieux. Mais si on doit aller en EHPAD, ou qu'on ne peut pas faire autrement, l'EHPAD est nécessaire. Oui, vous avez raison, Marc, c'est de pas opposer les choses. Chacun fait comme il peut, au mieux qu'il peut. C'est ça. Moi, je vois pour ma maman, à la fin, avec les assistantes à la maison, etc., on pouvait plus du tout la soulever. Ce qui fait qu'elle développait des escarres, des choses comme ça. Donc on a attendu le maximum de temps, puis je voyais mon papa qui ne tenait plus le coup du tout. Donc ça a été vraiment à la dernière limite, parce que aller dans les EHPAD médicalisés, ils ont quand même des systèmes pour soulever les personnes. Donc ils ont pu soigner les escarres, ils ont pu stabiliser le traitement aussi, parce que ma maman était assez agressive. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce bon côté de l'EHPAD aussi. Par contre, c'est d'y aller aussi à l'EHPAD. Parce que c'est vrai que j'ai vu, moi j'y allais le week-end, je déjeunais, et les gens sont très seuls. Très, 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 très seuls. J'ai trouvé que c'était une fois par an pour la journée spéciale des familles. Et ça, je me suis toujours dit quand même, c'est fou, j'en parle un moment dans mon livre, c'est cette notion d'abandon. Parce que moi j'y allais, mais je me disais, mais ma maman, elle avait plein de gens qui l'entouraient, elle avait des amis, elle avait de la famille. Très peu de gens sont venus, voire quasiment personne. Mais Et ça, oui, je trouve ça, on peut faire le choix de l'EHPAD parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de s'en occuper à la maison, mais de continuer à aller voir nos anciens. non, mais vous savez, ce qui est terrible, c'est qu'il y a parfois des personnes, je le vois dans mon cas perso, qui préféreraient que maman soit en EHPAD, mais il leur arrive de ne pas être présent 3 mois d'affilée. Donc ça veut dire que la personne, ils acceptent de mettre la personne en EHPAD contre la volonté d'un des enfants de la conserver à son domicile, de la voir tous les jours, de mettre une équipe soignante, parce que c'est quand même important de voir une personne tous les jours, parce qu'ils sont absents pendant 3 mois. Après, ils interdisent de faire des vidéos alors qu'ils étaient heureux et satisfaits de voir ces vidéos tous les jours. Et d'un seul coup, pour une manœuvre juridico-politique, ils décident de dire que les vidéos sont pas bonnes. Donc, dans toutes les familles, il y a de la détresse. Dans toutes les familles, il y a de la détresse. Et dans toutes les familles, il y a des conflits dès lors qu'une personne est atteinte de maladies cognitives ou d'Alzheimer. Parce que soit il y a l'incompréhension, soit il y a la compréhension et pas la volonté, soit il y a de la jalousie. Et je me bats, mais vraiment, pour faire comprendre que dès lors que l'on arrive à mettre en place une équipe soignante. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 filles, Nabia et Nazia, qui sont des femmes extraordinaires, extraordinaires, qui viennent donner à manger, laver papa, maman, le matin et à midi. La chance d'avoir un, un kinésithérapeute, Johan, qui est d'un humanisme débordant, qui fait rire mes parents, qui leur fait pas simplement faire des gestes et des mouvements et autres.
Et j'ai la chance d'avoir aussi une personne qui s'appelle Fiona, qui est une infirmière avec son équipe, qui est également d'un humanisme fou. Et ces gens-là, quand ils viennent chez mes parents, ils viennent pas simplement pour faire une prestation et prendre une rémunération. Je le vois au travers des vidéos, dès que ça bip, je regarde à la maison ce qui se passe et je vois la bienveillance qu'ils ont. Mais peut-être qu'à un moment donné, on ne pourra plus. Parce que maman ne pourra plus se lever, parce que maman aura des difficultés. Tant qu'on peut le faire, je préfère les garder. Et encore une fois, vous nous suivez et je vois que c'est quand même bien parce que il y a un flux et il y a pas mal de commentaires. Je suis avec Fanny Guignard qui m'a envoyé ce merveilleux livre qui s'appelle Quand les mots restent. Parce que oui, effectivement, quand vous perdez l'un de vos proches, il y a que les souvenirs et les mots qui restent. Et Fanny a réussi à poser sur un petit livre qui se lit d'une traite. Hein. Je vous assure, 111 pages. Vous vous mettez dans votre lit, avant de dormir, vous le lisez et vous comprenez beaucoup de choses sur la maladie d'Alzheimer. Donc allez voir son Instagram, fannyguignard.auteur, parce que euh, j'avais fait un live avec les mondes d'Alma, qui m'avait envoyé un livre sur le rapport entre les enfants et les grands-parents atteints de la maladie d'Alzheimer. Et j'avais eu une discussion aussi belle que celle que j'ai avec vous ce soir, Fanny. Et elle avait réussi à avoir une toute petite notoriété un peu plus forte qui lui avait permis, eh bien, de vendre et puis après de faire elle-même ses propres lives avec d'autres personnes. Parce que sur Insta, si on n'a pas 1000 followers, on peut pas faire de live. Donc Fanny, elle a besoin d'avoir 1000 followers. Donc allez vite cliquer sur son Insta et suivez-la parce qu'en plus aujourd'hui j'ai vu qu'elle a posté deux petits trucs, deux petits messages, dont un petit texte juste magnifique, juste magnifique. Je vous laisse le découvrir. Merci Marc en tout cas. Et puis il y a un autre livre qui arrive parce que du coup j'arrive plus à m'arrêter, un livre en appelant un autre qui parle aussi toujours pareil. Alors c'est pas des danses mais c'est de la neuroatypie et des enfants voilà dans les écoles qui pour toutes les complexités quand on accompagne aussi parce que les danses c'est les parents âgés mais c'est aussi l'accompagnement d'enfants qui sont neurodivergents et qui sont pour moi des pépites et des éclaireurs dans un environnement qui est pas toujours évident. Donc du coup je ne m'arrête plus, je suis insatiable. Mais ça me fait un bien fou. Je pense que c'est ma façon de traverser le deuil également. Et de voir là toutes les personnes qui envoient des petits mots, on peut pas répondre à chacun. Et j'ai vu ma fille aussi passer. Je voulais lui faire un petit coucou. Une de mes deux filles, Elle s'appelle comment, Fanny? Ludivine. Ludivine, on t'embrasse. Voilà, donc j'ai peut-être pas vu passer parce que j'enlève mes lunettes pour pas avoir le reflet bleu. Du coup, je vois pas tout ce qui est écrit. Et je suis vraiment ravie de pouvoir échanger sur ce thème-là. Fanny, les lentilles, ça existe? Je sais pas les mettre moi. En bonne neuroatypique, c'est trop compliqué. Mais c'est rigolo parce que moi aussi je termine un livre. En fait, un jour, enfin un jour, on était en 2010. Je partais diriger une société en Australie. Et donc dans l'avion, c'est un long voyage de partir de Lyon en Australie. Et dans l'avion, je décide de commencer un livre et je commence à écrire ma vie de 13 ans et je suis aujourd'hui arrivé à 58 ans. Donc j'ai écrit toute ma vie de 13 ans à 58 ans sans rien cacher, en étant le plus honnête possible sur les gens que j'ai rencontrés, la bienveillance, mon épouse, mes enfants, mes parents et autres. Et la dernière partie de mon livre va être sur l'accompagnement de mes parents, parce que je pense que le fait de poser par écrit des ressentis est une chose importante. Alors, chez vous, même si vous n'êtes pas auteur, même si vous n'êtes pas sensible à la plume, si vous rencontrez une difficulté ou une émotion, quelle qu'elle soit, moi je vous conseille de prendre un stylo et d'écrire. Ne serait-ce que une, deux, trois, quatre, cinq pages. Ça vous fera le plus grand bien. Parce que je suis persuadé, au fond de moi, que Fanny, ça vous a fait un bien fou d'écrire. Ah, ça fait un bien fou et quel que soit son niveau, sa façon d'écrire, il faut être doux envers soi-même. À l'époque, je travaillais pour l'association Trisomie 21 et j'ai coordonné l'écriture d'un livre, l'écriture de Ramzi qui est trisomique.
Et c'est pas lui qui a écrit, mais disons que c'est de la littérature brute. Et on a pu faire un livre qui a été illustré, qui s'appelle Chandler Voyage dans le temps. Et ça a réalisé son rêve. Et lui aussi a pu mettre des mots. Et aujourd'hui, il nous dit, je suis Ramsey et je suis auteur. Donc même si lui directement il l'a pas écrit et quelqu'un a retranscrit sa parole, il y a toujours moyen de pouvoir l'exprimer et de la poser sur le papier, même si on n'est pas Victor Hugo. Donc et quel que soit, même si on n'écrit pas, parce que les personnes trisomiques n'écrivent pas tous, ils peuvent écrire. C'est difficile pour eux. Certains lisent, d'autres pas. Et malgré tout, il a pu faire son livre. Donc il faut vraiment pas hésiter, se lancer et s'autoriser sans se juger en fait sur sa façon d'écrire. Chacun a son style, sa façon de faire, faute d'orthographe ou pas, c'est pas le plus important. C'est le fait de mettre des mots. Tiens, j'ai vu passer un petit message d'Aline, la filleule de maman, qui passait de très bons moments. Aline, avec Dom, je vous embrasse tous les deux. Bonsoir et merci. Alors, vous êtes une belle personne. C'est gentil de dire qu'on... Mm. Alors, il le dit peut-être pour vous. Pour nous. Fanny, mais peu importe, on est des belles personnes. Voilà, on va dire on est des belles personnes. Alors Martine Mals, bonsoir Marc, bravo. Ce partage c'est merveilleux, tout l'amour que vous partagez avec vos parents, tellement bien entouré des personnes. Mais c'est important parce que notre monde, franchement, si on écoute ou qu'on allume la radio ou la télévision, on n'entend que des choses mauvaises. Quand on parle d'Alzheimer ou quand on parle des maladies dégénératives, il y a que de la tristesse. Et nous, on n'a pas envie d'être triste. On a envie d'expliquer que c'est la vie. Ça peut m'arriver demain. Ça peut vous arriver, Fanny, à vous Ouais, aussi, complètement. demain. Et c'est une loterie. C'est une loterie. Donc il faut le prendre avec plein de sourires. Et tous les gens qui nous suivent au quotidien, eh bien, vous savez qu'on est dans la bienveillance. Et c'est ça le plus important. C'est ça qui nous aide, en tout cas. Complètement. Je pense que la bienveillance, c'est un mot très très important à tout niveau et tout le temps, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des personnes dont on s'occupe. C'est merveilleux la bienveillance. Alors, Et il y a comme vous dites Marc, aujourd'hui il y a tellement de choses terribles tout le temps qu'on regarde aussi du beau côté des choses qui se passent. Il y a plein de gens qui font plein de choses merveilleuses et on n'en parle pas assez souvent. Oui, parce qu'il y a des gens qui me disent, parfois, j'ai des messages un petit peu agressifs, très peu, très très peu quand même par rapport à ce qu'on fait, mais des gens qui me disent, oui, mais tu te mets en avant, nous aussi on fait, mais bien entendu qu'il y a plein de Mm. gens qui sont dans la bienveillance et qui aident. Nous, en tout cas moi, j'avais choisi de mettre maman sur les réseaux, d'abord parce que j'avais présenté la vie de papa, qui avait expliqué sa vie de mineur de fond pendant 37 ans mineur de fond, il a démarré à 14 ans, et la vidéo avait fait 5 millions de vues. Et je m'étais dit, tiens, c'est rigolo que sur TikTok, une vidéo d'un vieux monsieur qui explique ce qu'il a fait dans sa vie et comment il a vécu sa vie fasse 5 millions de vies, 5 millions de vues. Ça veut peut-être dire que les réseaux ont aussi un côté sociétal, bienveillant. Et donc j'ai commencé à filmer ma maman, à montrer qu'elle était capable de chanter, qu'elle était capable de rire, qu'elle était capable d'avoir une communication avec des enfants chez un médecin, à discuter avec des personnes dans un supermarché. Et ça a pris. Et les gens m'envoyaient des milliers de messages en privé en me disant, on comprend mieux la maladie, on saura mieux l'appréhender. Ah, si on avait su. Et donc notre rôle, le mien, le vôtre, Fanny, eh bien, c'est de transmettre ce qu'on a vécu pour que d'autres personnes qui un jour seront confrontées à cette maladie, eh bien, puissent l'appréhender d'une manière un tout petit peu plus fun. Voilà, parce que c'est pas fun à la base, mais donc essayer d'être un peu plus fun. Oui, et puis il y a des moments qui restent fun malgré tout, malgré les difficultés. Il y a aussi des beaux moments. Voilà. Donc, Est-ce que vous en avez un en tête? un moment drôle, bah, il y a eu le coup de l'appareil photo là, et puis des fois elle me sortait des petites choses rigolotes, c'est-à-dire il y en a qui sont attifés comme pas possible dans les maisons de retraite, et on peut soit en pleurer, soit se dire bah finalement c'est pas grave, c'est plutôt drôle. Donc il y a eu aussi des moments, la journée portugaise à l'EHPAD, où c'était pas très bon à manger, mais c'est pas grave, et ma maman qui était persuadée que le jeune homme qui servait à manger était facteur et qui lui parlait comme ça. Et je me suis retrouvée qu'un monsieur en face de moi, alors on n'essayait pas se moquer mais on rigolait par les yeux. Voilà, ça nous faisait sourire avec mon père qui avait bu son coup de vin rouge et qui ronflait sur le bord de la table. Et on essayait de rendre ce moment finalement un moment précieux et magnifique et drôle.
Et ça, et dans ma tête, je rigolais, je me disais, bon, tu vois, tu te retrouves en absurdie et ça reste un beau moment et un bon souvenir pour moi, malgré les acras de morue très secs. C'est ça. Alors, je vois quelqu'un qui dit Fanny, on trouve où votre livre? Je le répète, quand les mots restent, vous allez sur Instagram, vous tapez Fanny Guignard, point auteur, Ou même sur A-U-T-E-U, la Fnac. ou même sur la Fnac. Voilà, c'est Voilà. distribué par Hachette. Donc, vous tapez Quand les mots restent, Fanny Guignard, et vous pouvez le commander, aller le chercher à la Fnac, par Amazon, par Cultura, la librairie Erol. Vous pouvez aussi venir échanger avec moi sur Insta. Voilà, vous le trouvez en tapant sur Internet, mais il faut le commander Oui, et vous le recevez. abonnez-vous à son compte Insta parce qu'il faut aider les gens qui parlent de cette maladie. Vous savez, il y a pas longtemps, vous l'avez peut-être vu, j'ai été invité par une prof, Aurore. Alors je vais essayer de pas faire de bêtises, au lycée René Cassin à Rive-de-Gier pour parler à une classe, à une future classe d'aidants c'était dans un lycée technique et j'avais affaire à une classe de première. Et donc j'expliquais un petit peu un certain nombre de choses et j'ai notamment à un moment donné parlé de comment faire la toilette à des personnes atteintes d'Alzheimer, de la souillure et de tout. Eh bien, j'ai des jeunes filles qui, à la fin de cette intervention, sont venues me voir en me disant, vous nous avez confortés dans le fait de vouloir être aidants, parce que on avait peur justement de comment traiter la souillure avec les personnes âgées, et vous avez su nous montrer avec beaucoup de d'humour qu'il n'y avait aucune difficulté, que c'est pas plus compliqué que de traiter un petit bébé. Eh bien, c'est ça qui est important. Si on arrive à convaincre les jeunes que le rôle des dents est important, eh bien, on aura sûrement gagné le message qu'on avait envie de passer au travers de votre livre, moi de mes contes, de ce qu'on a envie de faire. Oui, complètement. Complètement. Je pense que et les jeunes qui viennent derrière sont tout à fait prêts à poursuivre et à s'occuper de leurs anciens, parce qu'on est dans des sociétés où on est très séparés, souvent, un petit peu individualistes. Et même s'il y a l'EHPAD, même si on n'a pas toujours le choix, on n'a pas forcément la possibilité d'accueillir chez soi, en attendant de rester proche des personnes. Moi, mes neveux sont venus à l'EHPAD, ils ont participé aux chansons, on a chanté tous ensemble, ils ont distribué des textes aux personnes âgées. Et je suis une philosophe qui s'appelle Gabrielle Alperne, qui est intervenue là où je travaille et qui parle d'hybridation. C'est-à-dire que dans les maisons de retraite, il y aura aussi des crèches. Il peut y avoir aussi un coworking pour des personnes qui viennent travailler et du coup qui le soir iront parler un peu avec les personnes âgées qui sont là. Et j'espère et je souhaite vraiment dans mes vœux pour 2026 qui arrive qu'on aille vers cette société qui parle d'hybridation où des mondes, au lieu d'être dans des silos, se rencontrent pour former des nouveautés. Plutôt que de séparer, soyons ensemble et en fait chacun apporte. Donc la jeunesse apporte aux anciens, les travailleurs les geeks peuvent apporter dans la maison de retraite, les bébés peuvent apporter et de désiloter voilà les univers pour pouvoir créer je sais pas, j'ai pas mes mots, mais des univers nouveaux et en co-construction. Je vais y arriver. C'est vrai, il y a une personne qui dit, mais ça restera des maisons de retraite. C'est vrai que ça reste des maisons de retraite, mais malgré tout, les maisons de retraite sont nécessaires dans certains cas. Je vous dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais il y a des personnes qui n'ont rien, qui n'ont plus personne, et qui ne peuvent pas rester chez elles. Et moi, j'ai visité des maisons de retraite où il y avait beaucoup de bienveillance. Alors, comme partout, il y a des brebis galeuses, mais globalement, on ne peut pas se passer des maisons de retraite. Donc, encore une fois, c'est pas un combat entre maisons de retraite et personnes Complètement. Et il y a des à maisons de domicile. retraite magnifiques. À Marseille, là, quand on parle d'hybridation, c'est une maison de retraite, c'est aussi un lieu artistique. Donc il y a des personnes qui viennent peindre, etc. Donc ça permet d'optimiser aussi les lieux en faisant des tiers-lieux. Et ça, j'espère que la société de demain se dirigera vers ça. Moi, c'est vraiment mon souhait. Et moi aussi, je lis là un message de Brigitte qui dit, pour certaines personnes, nettoyer les souillures de ses enfants, c'est normal, mais pas l'inverse. Oui, oui, il y a des personnes âgées qui rencontrent des difficultés dans leur éducation, à considérer que leurs enfants doivent le laver. Moi, papa, ça fait juste 6 mois qu'il a accepté que je le lave. Et ça n'a sûrement pas été simple parce que je n'avais jamais vu mon père nu avant. Euh,
Je vous rassure, jamais ma mère non plus. Mais maman a Alzheimer, donc c'est plus facile. Eh bien, papa, il y a 6 mois, m'a dit, est-ce que tu veux venir m'aider à prendre ma douche? Et je lui dis, mais avec plaisir, papa. Et bien entendu, j'ai fait en sorte qu'il ne soit pas gêné. Et aujourd'hui, quand je le couche tous les soirs et que je le change, que je l'amène aux toilettes, eh bien, il est pas gêné. Parce que j'essaye de pas lui montrer qu'il y a de la gêne ou autre. Et ça me semble tout à fait normal. Mais soyez rassurés. Soyez rassurés. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, dans l'esprit de beaucoup de personnes, surtout dans un esprit judéo-chrétien, ne vous vexez pas sur ce que je vous dis, mais c'est différent dans d'autres cultures, c'est inconcevable de laver ses parents. Et pourtant, laver ses parents, c'est comme laver un enfant. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Mm. Donc il n'y a aucun problème. Tout à fait. Mais après, voilà, chacun doit se sentir libre de faire comme il ressent. Et s'il y a quelqu'un pour qui c'est pas possible, bah, c'est là qu'il y a Bien une sûr. assistante qui est là. Et mais c'est vrai que ça fait réfléchir, ça fait dépasser des tabous, ça fait poser beaucoup de choses, comme vous dites, Marc. Mais si on n'a pas le choix, dans de nombreuses sociétés pendant des siècles, les personnes n'avaient pas le choix. Donc il fallait bien que chacun puisse s'occuper de l'autre. Et tout dépend le regard qu'on y pose. Ah bah, Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. non, mais c'est un beau sujet, ça, parce que il y a 60 ans en arrière, moi j'ai 65 ans, maman qui avait 16 ans, et qui s'est mariée à 16 ans, s'est occupée de mon arrière-grand-père, et je l'ai eu jusqu'à l'âge, j'ai vécu avec lui jusqu'à l'âge de 6 ans. Et elle l'avait, mon grand-père, qui était incontinent, et elle s'en occupait. Je vous parle ça dans les années 65, d'accord? Mais pourquoi? Parce que les femmes à l'époque ne travaillaient pas. Les femmes à l'époque restaient à la maison. Et donc, il y avait cette cellule familiale qui consistait à dire les anciens, on les garde à la maison. Aujourd'hui, le monde a évolué. Les femmes travaillent, et c'est une très belle chose d'ailleurs qu'il y ait cette égalité homme-femme. Euh, mais ça a engendré d'autres soucis. Et moi, ma préoccupation et la discussion que je tente d'avoir tous les jours sur les réseaux, c'est de dire, vous vous rendez compte le nombre d'anciens qu'on a en France? Vous vous rendez compte? En plus, on vit de plus en plus vieux. Et cette maladie euh, touche plus d'un million de 500 000 personnes en France, avec très peu de cas d'hérédité, très peu de cas considérés comme héréditaires, puisqu'on considère comme héréditaire un Alzheimer quand il est déclaré très jeune et qu'on a su déceler des Alzheimer chez les aïeux de cette personne. Là, on peut considérer que c'est comment dirais-je que c'est héréditaire. Mais 1,5 million personnes, ça veut dire qu'il y a un nombre inimaginable de la population qui est confrontée à cette maladie. Alors, je n'arrive pas à passer devant l'EHPAD de ma maman tant elle a été maltraitée. Il y a des cas, Ouais, il il y a y a des des lieux. cas, il y a des cas, c'est vrai. Et on m'envoie des vidéos en disant, regardez, ma maman. Mais moi, j'ai d'autres cas où c'est bien. Alors, il faut être vigilant. Et puis surtout, il faut pas se laisser faire. Si jamais vous sentiez qu'il y avait de la maltraitance ou autre dans un EHPAD, ne vous laissez pas faire, portez plainte. Ouais. Je Parce pense qu'il faut que, être présent aussi et montrer qu'on est là et qu'on est présent et jusqu'au bout sur les décisions, parce qu'il manque cruellement, effectivement, dans les EHPAD d'accompagnement. Quand on est tout à la fin, on est assez seul face à certaines décisions. Et j'avais dit à la directrice, mais pourquoi on se réunit pas tous? Pourquoi vous nous réunissez pas avec la psychologue, le médecin, et nous aider, nous accompagner? C'est encore très, très, très tabou, la fin de vie. Et ça l'est encore dans les EHPAD. Et après, dans les EHPAD, c'est sûr que moi, mon papa y était tout le temps, donc du coup, il vérifiait beaucoup, mais elles n'ont pas le temps. C'est beaucoup non, elles, hein, c'est beaucoup de femmes, et elles sont là, et c'est vrai que c'est assez mécanique. non, Mais il y en a certaines qui sont aussi exceptionnelles, qui font tout ce qu'elles peuvent et qui donnent le meilleur d'elles-mêmes, mais dans un environnement qui est des fois beaucoup basé sur la productivité. Et c'est une réalité aussi, effectivement. tout est une question de personne. On a eu des gens qui se sont occupés de maman à la maison qui n'avaient absolument pas l'humanisme et la délicatesse de l'équipe que j'ai aujourd'hui. Alors, on a eu la chance de tomber sur 4 personnes exceptionnelles, mais elles font plus que leur rôle. Et dans un EHPAD, malheureusement, il y a une question économique qui est présente, d'accord? Et il y a un temps défini pour s'occuper des personnes. Mais moi, j'ai visité 2 EHPAD cette année. J'ai visité un EHPAD près de Montpellier et un EHPAD dans la région de Lille. Eh bien, les deux, j'ai rencontré des gens, mais merveilleux, et qui pouvaient pas se cacher. Parce que j'étais là, je discutais avec eux, je posais des petites questions, ils pouvaient pas se cacher.
Mm, mm, Pardon. mm. Donc il y a des EHPAD qui sont bien, et si vous sentez que c'est pas bien, eh bien, battez-vous. Et comme le dit Fanny, surtout faites acte de présence. Acte de présence. Oui, il faut être là. Il faut être là derrière. Il faut poser des questions. Faut envoyer des mails si on peut pas être là. Faut téléphoner. Moi, jusqu'à la fin, avant qu'elle parte, on voulait pas me donner le médecin accompagnateur. Donc, j'ai exigé qu'on me donne le médecin accompagnateur. Et je l'ai eu et on a pu prendre ensemble les dernières décisions sur la fin, etc. Mais il y a du progrès effectivement à faire en France là-dessus. Mais il y a aussi des gens extraordinaires. Et autant ça a été compliqué, je vois pour moi l'EHPAD toute la fin, autant en même temps, quand elle est partie, bah, ça m'a manqué. Et même mon papa qui m'a dit j'y mettrai plus jamais les pieds derrière, bah, il y retourne. Il y va pour chanter avec les personnes, pour faire un texte, etc. Donc finalement, c'est aussi parce qu'on a peur quand on y va, parce qu'on se dit et si c'est moi demain? Donc ça joue plein de choses dans la tête. Et puis petit à petit, on rencontre des gens aussi extraordinaires, des familles extraordinaires, des soignants extraordinaires, et puis d'autres moins bien. Un peu comme partout, un peu à l'image de tout ce qu'on peut rencontrer dans la société à tous les niveaux. Alors, j'ai Brigitte là qui pose une question, et je suis sensible à ça. Brigitte, Brigitte Krenk, qui dit quelle est la solution quand des enfants veulent absolument mettre ses parents en EHPAD. Donc moi, je peux vous parler de mon expérience, parce que je ne suis pas féru en la matière, mais je vous parle de mon expérience. Un proche de ma famille veut absolument mettre maman en EHPAD, et moi, je ne veux pas. Et donc là, il y a eu un avis médical qui a été donné. Et c'est toujours l'avis médical qui prévaut. Si l'avis médical dit vos parents peuvent rester à la maison, vous avez mis en place ce qu'il fallait. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des caméras à détection de mouvement, on a sécurisé l'appartement, on a mis des assistantes le matin, on a mis des assistantes à midi, on a fait venir des infirmiers qui devaient passer tous les jours. Et compte tenu du fait que mes parents vont bien et qu'ils veulent pas augmenter le trou de la sécurité sociale, eh bien intelligemment ils m'ont dit on passe que tous les 3 jours. J'ai un kinésithérapeute qui vient. Moi, j'y vais avec ou moi ou mon épouse, on y va tous les soirs et tous les week-ends. Euh, donc, si vous avez un avis médical, des gens qui viennent, nous, on a eu le droit à un psychiatre qui est venu, accompagné d'un médecin en gériatrie, accompagné d'une assistante sociale, accompagné d'un tuteur. Et ils ont posé moult questions. Et au bout d'une heure et demie, ils ont constaté, d'abord j'ai eu la chance extraordinaire que ma maman s'est levée. Elle est partie aux toilettes toute seule. Elle est revenue. Elle a ri avec les gens. Elle leur a chanté une belle chanson. Et donc, bah, les médecins ont dit, vous pouvez continuer à garder votre maman à la maison. Mais dès lors que dans une fratrie, il y a un des enfants qui veut mettre les parents en EHPAD contre une autre partie, c'est une bataille terrible. Et c'est beaucoup plus dur, cette bataille-là, que celle que de s'occuper de ses parents. Complètement. Tout ce que ça peut faire ressurgir au sein de la famille, ça peut être très très violent et très complexe. Parce qu'il y a des vieux dossiers aussi familiaux, il y a beaucoup de choses et c'est vrai que ça fait ressortir beaucoup de choses. Je sais que moi le livre que j'ai fait là, je l'ai beaucoup assaini parce qu'en fait bon je l'ai romancé, mais j'ai dit des choses au début et après je me suis dit non, ça te fait du bien, tu décharges sur certains comportements de certaines personnes, mais derrière tu vas l'atténuer un petit peu pour faire un roman pour pas régler tes comptes non plus. Attends, juste une seconde, oui. Oui, d'accord. Ok, merci chérie. Bon, mon épouse me fait des grands signes pour me Oui, dire c'est l'heure de manger. voilà, merci, C'est le. merci chérie. Non, mais ah, Fanny, comprenez bien que pour l'instant, je ne me lâche pas sur les conflits familiaux. Un jour, je le ferai parce que ça me fera aussi, ce sera une thérapie pour moi. Et j'ai trouvé effectivement, j'ai compris entre les lignes qu'il pouvait y avoir des choses, mais vous avez été d'une délicatesse absolue. Je suis pas persuadé que je serai de la même délicatesse le jour où j'écrirai la période, parce que ça m'a touché quand même. Ouais, je n'ai pas été en première mouture. Disons qu'en faisant plusieurs écrits, petit à petit, des fois, voilà, on rend plus doux. Et c'est aussi la délicatesse d'une femme par rapport au côté brutal que peut avoir un homme. Alors, décevant de constater que l'idée de créer un village où les personnes soient libres de circuler au Ah sein de oui. 5 hectares, des pavillons bien sûr que ce serait important, des villages pour Il y anciens, en a, ça existe, mais ça pas beaucoup. existe, ça Il y en a existe. un à Rueil-Malmaison, un village Alzheimer, effectivement, comme une petite ville, en fait, où les personnes peuvent circuler, mais il n'y en a pas beaucoup.
Et les tarifs peuvent être aussi extrêmement élevés. Alors attendez, je le sors parce que autrement, voilà, ce petit Bambi là ici va vouloir aller sur un truc, donc je le sors 2 secondes. C'est les affres du direct. Non, tu sors dehors. Voilà. Ah, c'est des chats, ça. On avait dit qu'on en parlerait un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, Ah, le seul état d'âge, c'est public. D'accord. Ok. lorsque les moyens financiers manquent, comment faire? Alors, c'est un vrai problème. Alors d'abord, il faut savoir que si je ne me trompe pas, il y a des aides. Et puis après, les enfants devraient quand même subvenir. Selon la loi, je me trompe ou pas, je suis pas persuadé, on peut pas laisser ses parents, on peut pas laisser ses parents avoir des dettes ou autres. Ça, sous la loi française, ça n'existe pas. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà pourquoi il y a des EHPAD publics et des EHPAD privés. Mais c'est Ouais. effectivement très très cher de mettre des parents Mm. dans des EHPAD dits de qualité. C'est très cher. Oui, complètement. Ça, c'est encore une difficulté en France. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça qu'il y a des conflits familiaux, parce que les enfants n'ont pas la même approche de la maladie, n'ont pas la même approche, n'ont pas la même. Vous avez beau être élevé par les mêmes parents, et vous le savez, vous avez des caractères différents, les enfants dans une famille. Il y a ceux qui sont touchés, il y a ceux qui ne le sont pas, il y a ceux qui pensent euh, que que c'est pas leur rôle, qu'ils doivent vivre leur vie, qu'ils doivent s'occuper eux de leurs enfants, que c'est pas leur rôle de s'occuper des parents. Et il y en a d'autres comme moi qui mettent leur vie entre parenthèses et qui se disent mon rôle, c'est d'accompagner ma maman et mon papa parce que eux m'ont permis d'être l'homme que j'étais. Mm. Et puis, il y a d'autres personnes qui se disent, eh ben non, on préfère payer et qu'il y ait des gens qui s'occupent de nos parents. Chacun avec sa sensibilité. Ouais, Et, tout et, à fait. et quand la personne est juste âgée, ça va. Mais quand la personne est âgée et qu'elle a une maladie cognitive, ça devient beaucoup plus compliqué Ouais, ouais, en termes complètement. de gestion. Ouais, complètement. Combien, combien, coûte, Émotionnel. combien coûte Oui. un EHPAD? Alors, franchement, j'en ai aucune idée parce que je m'y suis pas intéressé. En PACA, c'est hors de prix. Partout, ça doit être hors de prix. Apparemment, il y a des régions plus ou moins chères, parce que mes voisins là ont dû prendre la décision pour leurs parents et ils sont partis, je sais plus où en France, donc ils ont sélectionné en fonction du prix pour être sur un EHPAD qui leur convenait et du coup, ce qui fait que leurs parents sont plus loin. Votre maman, Fanny, elle est partie en région parisienne. Elle habitait là-bas, en fait. Ils Elle habitaient tous habitait. les deux en région parisienne. Donc, du coup, comme mon papa souhaitait être là tout le temps, il a fait le choix de la laisser à côté de chez lui. Mais c'est vrai que ça a eu un coût très important. Alors, j'ai visité un EHPAD à Lille, les Augiers, où j'avais été reçu merveilleusement bien par toute une équipe qui avait fait des t-shirts à l'effigie de Nona, une journée italienne et autres. Et j'avais rencontré un monsieur qui avait son épouse qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et quand il ne pouvait plus techniquement, physiquement s'en occuper, il l'a mis en EHPAD et il est parti avec elle. Il est parti avec elle Oui, s'installer dans l'EHPAD Les Augiers. Son épouse, malheureusement, est partie assez rapidement. Eh bien, il a pris la décision de rester là-bas. oui, ça arrive. Une histoire touchante, mais bouleversante. Parce qu'en plus, on voyait dans ses yeux qu'il qui- qui- qu'il avait presque regretté de l'avoir mis en EHPAD, mais il pouvait pas faire autrement. Oui, il y a des couples qui Voilà. vont, j'ai ma tante aussi qui fait ça avec son mari. Donc voilà, elle s'autorise à sortir, etc. Mais elle a pris une chambre avec lui sur place. Alors, il y a des gens qui disent en Lorraine, vous savez que nous, on vivait en région de la Moselle, c'est moins cher. Bah oui, c'est forcément moins cher en Lorraine que dans le sud. Pourquoi c'est plus cher dans le sud? Parce que tout est plus cher dans le sud. Donc les EHPAD doivent suivre la règle. Comme à Paris, hein, sur la région parisienne, en fonction, c'est très cher. Alors après, nous avons plus d'une aide régionale, environ 36 000 € environ l'EHPAD en privé dans le Var. Oui. Ah oui. Mm. Et ce sont des sommes. Alors ma maman, elle pourrait sans aucun problème. D'abord parce que papa, il a plutôt une bonne retraite. Et puis maman a un appartement qu'on a en SCI. Il suffirait de le vendre et elle aurait une somme d'argent qui lui permettrait. Mais, mais dans toute sa vie, elle m'a toujours dit, je veux finir mes jours chez moi.
Donc moi, je respecte ce qu'elle m'a dit. Mm, Elle m'a dit, mm, je veux finir mes jours chez moi. Donc je fais en sorte qu'elle finisse ses jours chez elle. complètement. Alors après, le côté médical n'est pas visible, ce qui apaise mon oncle comme les autres. Alors il y a mille et une histoires. Tout le monde a des histoires. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous dire moi ce soir. Je le répète, messieurs, dames, allez acheter ce livre Quand les mots restent, écrite par cette charmante dame que vous voyez avec moi qui s'appelle Fanny Guignard. Allez sur son Instagram, faites-la connaître, et puis vous verrez, même si personne n'est atteint par la maladie d'Alzheimer chez vous, vous pourrez découvrir son histoire et voir les mots qu'elle a réussi à mettre sur son histoire, qui est juste merveilleux. Moi, je voulais vous remercier, Fanny, pour ce live. J'en ferai d'autres. Euh, Merci Marc. Mm. et surtout continuer. Et puis, lorsque le prochain livre est arrivé, envoyez-moi-le. Ah Moi, bah j'aime avec lire. plaisir, avec grand plaisir, vous serez le premier prévenu. Et merci beaucoup à tous ceux là qui ont pris le temps ce soir d'être là parmi nous, même si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Tous les petits cœurs envoyés, je trouve que ça fait beaucoup de bien aussi. Mais c'est ça. Et encore une fois, les réseaux sociaux ont des bons côtés. Les réseaux sociaux sont ce qu'on en fait. Je ne cesse de dire, et je l'ai dit d'ailleurs à des jeunes quand j'étais au lycée René Cassin, je leur ai dit, moi je scrolle toute la journée, le geste scroller toute la journée, mais quand ça ne me plaît pas, je zappe. Et quand ça me plaît, je reste, je like ou je commente. Et on découvre tous les jours de très belles choses sur les réseaux. Donc en tout cas, à tous ceux qui nous ont suivis, on vous souhaite, je le dis au nom de Fanny également, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année en famille. Si vous êtes seul, eh bien, essayez de continuer à regarder des posts ou autres et sachez surtout que, comme je le dis tout le temps, pour vivre heureux, il suffit juste de le vouloir. Ce sera le titre de mon livre, parce que la vie est une belle chose. Et on traverse tous parfois des moments difficiles, mais malgré tout, la vie est merveilleuse. Donc en tout cas, moi, je vous souhaite du fond du cœur, avec Nabila et mes enfants, de très belles fêtes de fin d'année. Et pareil. Et puis j'embrasse fort aussi Nono et Nona, voilà que moi j'ai C'est suivi gentil. et qui me manquent aussi. Donc embrassez-les bien fort pour moi et j'imagine que beaucoup de personnes derrière l'écran pensent ça aussi. Et je termine juste parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure et j'y ai pas répondu. Comment vont Nono et Nona? Alors, Nono va avoir 97 ans cette année. Il n'a aucune pathologie, rien. Je l'ai amené chez le médecin il y a 5 jours. Il n'a rien, juste la vieillesse et le fait de mal entendre. Quant à maman, qui n'a rien non plus chez le médecin, je trouve qu'elle a plutôt une reprise de dynamisme et un éveil impressionnant par rapport à il y a un an. Par contre, elle aussi est fatiguée et on sent que parfois elle souffle et autres. Donc mes parents vont bien, on est heureux ensemble et on vous embrasse du fond du cœur. Merci Fanny Merci pour ce Marc et live merci à tous. et à très bientôt. On vous embrasse. Bisous à À très tous. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, comment je coupe maintenant? Allez, Ici. bonne soirée Marc. Bon Merci, appétit. merci. Partager. Je vais fermer ici. Je ferme, on ferme. Alors, comment je fais? J'ai encore des messages. Merci pour tout. Vous êtes adorable, Marc. Un homme qui mérite toute notre attention. Non, un homme simplement. Rien de plus qu'un homme. Vous êtes des personnes adorables, extraordinaires, avec un grand cœur. Bah, tiens, je vais lire parce que j'arrive pas à couper. Je vais lire avec un grand cœur. C'est juste la logique. Vous feriez exactement la même avec vos parents. En haut à droite. Ah, Dounia Bey. En haut à droite. Oui, mais qu'est-ce que je fais en haut à droite? J'ai une petite croix. Je clique sur la droite. Quitter. Quitter, génie, ça, tout ça c'est les jeunes qui maîtrisent parfaitement. Donc, ils me disent quitter, je vais faire. Mets-toi hors ligne directement. Ça va rien, non, non, non. Allez, je pense que je vais faire ça. Bis à tous. Ah, terminé maintenant. Merci à tous, j'ai trouvé. Ciao, ciao.